Bonsoir à toutes et à tous et un grand merci à Yves Le Bihan pour m'avoir convié à cette belle nuit de l'entreprise positive. Et je ressens déjà depuis que je suis arrivé plein d'ondes très positives. Et donc je vais commencer et je vais tenter de démarrer avec des ondes positives sur la prochaine slide. Donc virtuellement je clique. Merci. Avec cette jeune femme, Renatou Adamu Haruna. C'est une jeune femme d'origine nigérienne. Elle a connu en fait des épreuves très traumatisantes tout au long de sa jeunesse, Renatou, et elle a décidé de quitter son pays, le Niger. Elle a décidé de faire des études d'infirmière en traumatisme psychique au Maroc, et puis elle est venue en France. Elle est venue en France et elle a décidé de créer une belle initiative qui s'appelle Au nom de la femme. Et en fait, cette initiative, c'est pour parler des 720 millions de femmes qui sont mariées sans leur consentement, avant l'âge de 18 ans, plus de 220 millions en dessous de 15 ans. Et puis bien sûr, tout le monde connaît malheureusement des statistiques en France, 216 000 femmes en France qui sont les victimes de violences physiques ou sexuelles de leur partenaire actuel ou passé. Et donc, au nom de la femme, c'est deux ambitions que Renatou pousse. Le premier, c'est un objectif, c'est de reconstruire, d'aider à reconstruire toutes ces femmes brisées, et leur redonner confiance. Et le deuxième, c'est de leur donner un pas, une aide, un bras tendu pour se diriger vers quelque chose qui a un sens dans leur vie, une activité. Et finalement, ce sens, c'est un sens qui est au cœur de notre histoire. Il faut remonter sans doute ce sens partagé tout au début de l'histoire, il y a 500 millions d'années. 500 millions d'années, c'est quand apparaissent sur Terre les premiers animaux pluricellulaires, les métazoaires, qui donnaient naissance, comme vous le savez sans doute, beaucoup plus d'années plus tard, il y a 300 000 ans, à l'Homo sapiens. Et dans ce très bel ouvrage, je pense que certains peut-être ont lu de Noah Harari, eh bien, vous avez une très belle description de l'Homo sapiens. Finalement, il a du sens, surtout, il émet du sens. Il collabore, il engage, il diffuse de l'information. Il devient à l'opposé de l'homme de Néandertal qui va disparaître, comme vous le savez, qui était lui un chasseur. Il devient un cueilleur, il devient un fourrager, il devient un cultivateur. Et quand on cultive, on a besoin de bras. On crée une communauté de 100-150 personnes autour de soi. Et on commence à transmettre de l'information, beaucoup d'informations sur ce qui se passe en dehors de la communauté, dans tout ce grand monde, et dans ce qui se passe au sein de la communauté. Et avec la révolution sociale et cognitive, évidemment, le sens émet des langages. Le langage définit des mythes, des divinités tribales, puis des religions, des partis politiques, des États, des nations, des entreprises comme la mienne, comme Microsoft, ou des associations comme celle de Renatou au nom de la femme. Et ça, c'est le sens profond de l'humanité qui est en marche. Pour revenir à Renatou, sa force, c'est sa vulnérabilité. On a déjà parlé de ce mot-là, il est très important. Et en fait, elle donne du sens à sa vie en redonnant du sens à toutes ces jeunes femmes vulnérables, en créant une communauté d'intérêt et de sens partagés, et finalement en transformant sa vulnérabilité en une force incroyable et en une action positive vers les autres. Et donc, ce que je vais tenter dans les quelques minutes qui viennent ce soir, c'est de partager avec vous mon propre itinéraire de plus de 30 années déjà, oui, d'expérience à la fois personnelle et professionnelle, notamment en tant que manager, leader chez Microsoft, et de vous dire dans ce chemin qu'est-ce que j'ai pu rencontrer, qu'est-ce que je rencontre tous les jours pour chercher mon sens, donner du sens et surtout m'inspirer du sens des autres pour développer un leadership plus positif. Et donc, je vais faire un flashback arrière, pas 500 millions d'années celui-là, c'était le 2 mai 1984, une grande chance m'attend. Je démarre dans une petite start-up à l'époque, 500 personnes dans le monde, elle s'appelle Microsoft, c'était 500, c'était pas du tout connu à l'époque, je peux vous garantir, je la connaissais un petit peu. Et donc, cette start-up, elle a une mission, elle a un fondateur, un CEO qui s'appelle Bill Gates, il a une mission très inspirante, je peux vous le dire, quand on rejoint l'entreprise, qui est de dire qu'on va pouvoir démocratiser l'accès à l'information dans le monde. Et pour ce faire, on va créer une plateforme, un environnement, un écosystème logiciel qui permettra, slide suivant, sur la mission, merci, qui permettra d'un jour d'avoir un PC sur chaque bureau et dans chaque foyer. La mission, c'est très important. D'ailleurs, Aristote avait un mot intéressant là-dessus, en se disant quelque part, là où vos talents et les besoins
de ce monde se rencontrent, c'est votre vocation. Et ce que ça veut dire, en d'autres termes, pour une entreprise, c'est que là où les talents uniques de votre organisation et les besoins de vos clients, de votre communauté, de votre marché, quelles que soient les institutions avec lesquelles vous travaillez, se rencontrent, se trouve votre but, se trouve votre raison d'être, se trouve votre mission. Et c'est tellement important comme acte fondateur ou refondateur d'une entreprise. Et donc, cette mission, elle a été très forte. Elle nous a porté, moi et ensuite des centaines, des milliers de collaborateurs de Microsoft pendant toutes ces années 80, les années 90, à diffuser effectivement Windows sur plus d'1 milliard de PC, puis Office, puis prendre très vite cette vague Internet qui commençait à décoller, à démarrer, puis entrer sur le marché des clients serveurs, puis entrer également dans les systèmes d'information d'entreprise. Et on a continué à grandir et à apprendre. Et des grandes leçons et des leçons douloureuses aussi, des leçons difficiles par lesquelles on apprend toujours le plus. C'est effectivement au moment où Windows devient omniprésent et la Commission européenne de Bruxelles nous condamne Microsoft. À ce moment-là, on se trouve en juin 2000. Je suis nommé en fait à la tête, président de Microsoft Europe, Moyen-Orient, Afrique. Et l'une des missions qui m'est confiée, très importante, c'est de redéfinir le rôle de tous les leaders de nos 120 filiales dans le monde. Et je décide de refonder ce rôle sur la forme et autour et de l'ancrer sur un leadership responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, c'est mesurer le succès de ces leaders, pas seulement et pas uniquement par de la performance financière qui existe, bien entendu, par des parts de marché, par de la satisfaction client, par la satisfaction des collaborateurs, mais aussi et surtout par la qualité de l'ancrage local et de la contribution sociétale dans chacun des pays dans lesquels nous pouvons opérer. Et en établissant cette mission, on a énormément appris, beaucoup d'humilité, on ne fait pas les choses très bien le premier jour, mais surtout on a appris à mériter le respect de nos clients, en apprenant à se réapproprier notre mission originale, celle-ci finalement, qui est très belle, et on a au fur et à mesure innové, et on a pu apporter une valeur qui a pu évidemment aussi être reconnue par nos clients. Alors ensuite, je fais un fast-forward, 20 ans plus tard. On se trouve en février 2014, donc il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, où le board, le conseil d'administration de Microsoft, nomme un nouveau CEO. C'est notre 3e CEO en plus de 40 ans chez Microsoft, on n'en change pas tous les 3 ans. Et donc ce CEO, c'est Satya Nadella, que je connais bien depuis très nombreuses années. Satya travaille chez Microsoft depuis plus de 25 ans. Et avec Satya et ensemble des dirigeants et des équipes, tout d'un coup, clairement, apparaît une nécessité, c'est de dire il faut redéfinir une mission pour Microsoft. Il faut redéfinir ce sens pour le futur, pour nos 100 000 collaborateurs, leur redonner du sens, mais également pour l'ensemble des clients pour lesquels nous œuvrons tous les jours. Et donc, cette mission, il faut comprendre que finalement, ce n'est pas un exercice de communication. Ce n'est pas une autoprophétie, jamais. C'est vraiment une destination. Ça doit devenir une raison d'être de l'entreprise et quelque chose qui doit être incarné au quotidien par tous les acteurs et tous les actes. Et en ce qui nous concerne, eh bien, on a essayé de répondre à cette question, et j'incite chacun d'entre vous qui travaillez, lorsque vous créez votre start-up, lorsque vous créez votre association, votre organisation, à définir votre mission, essayez de répondre à la question suivante par rapport à votre mission. Si mon entreprise, en fait, venait à disparaître, est-ce que la Terre remarquerait cette disparition ou qu'est-ce qui manquerait à la Terre ou à la planète? Ça, c'est une grande question qui est forte, évidemment, mais qui oblige à repenser la mission de manière assez fondamentale. Et donc, avec cette réflexion, si on peut passer sur le slide suivant, on a choisi quelques mots. On a choisi quelques mots d'abord en anglais, parce que c'est la version originale, je me permets de la montrer en anglais. Elle est difficile, on va le faire quand même en français. Empower every person and every organization on the planet to achieve more. Ça veut dire en français, traduction la plus proche possible, parce qu'empowerment c'est très dur à traduire en français, donner à chaque individu et à chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions. Alors, vous allez me dire, waouh, oui, une mission, ça doit être une très grande aspiration qui porte vers le haut. Mais c'est aussi une inspiration. Je peux vous dire que c'est une voie pour l'ensemble de nos collaborateurs, mais c'est aussi un chemin, un horizon qui est donné à l'ensemble de nos clients et des parties prenantes du travail, de la chaîne de valeur de Microsoft et de tout notre secteur d'activité, pour leur dire voilà vers l'endroit vers lequel finalement on se dirige. Et
Derrière cette mission, il ne faut pas penser que cette mission, c'est une fin en soi. Cette mission, c'est un chapeau. Mais ce chapeau, un petit peu, sur votre maison, elle a besoin de fondation. Et donc, sur le slide suivant, eh bien, on va voir qu'il est très important, lorsqu'on est dans cette phase de construction, de reconstruction, de construire 3 piliers de cette maison. Si on peut les cliquer, 1, 2, 3, ce que j'aurais fait volontiers, eh bien, il s'agit de la culture, et je vais y venir dans quelques instants, du concept. Le concept, c'est la proposition de valeur de votre entreprise. Ce sont les produits et services réellement uniques que vous avez créés. Et puis, les compétences, ce sont à la fois les talents, c'est l'innovation au sein de votre organisation, ce sont les processus qui vous permettent d'exécuter votre stratégie avec excellence et qualité tous les jours. Et il est essentiel que ces 3 C aient une force et donnent une fondation très grande pour le futur à cette maison, pour que la mission ait un sens et continue d'avoir un sens. Alors, en continuant sur la culture, on s'est lancé dans ce chantier évidemment, et on a pensé qu'il fallait absolument bouger cette culture. Et cette culture, on ne la change pas facilement. Quand on a plus de 40 ans, déjà, en tant que personne, bon, j'avais plus que 50, ce qui me concerne, mais en tant qu'entreprise, on a plus de 40 ans. Imaginez de la faire évoluer avec quelques points d'inflexion très forts, oui. Et c'est ce que nous tentons de faire. Nous sommes toujours dans cet exercice, en centrant cette culture sur l'obsession de manière positive autour de nos clients, centrée sur les clients, en y apportant une diversité de talents plus grande et de plus en plus grande nécessaire pour refléter les besoins de nos marchés, et puis surtout en adoptant une philosophie, un état d'esprit de growth mindset. Le growth mindset, difficile à nouveau à traduire en français, c'est un état d'esprit. En fait, emprunté à une sociologue, certains d'entre vous ont peut-être lu l'ouvrage, je vous le conseille vivement, de Carol Dweck, c'est l'état d'esprit qui consiste à dire on ne dit pas, on ne dit plus « je sais tout ». Ça n'existe pas. Mais je suis prêt à tout apprendre. Ça veut dire que quel que soit son rang hiérarchique de notre CEO Satya Nadella, au premier niveau de l'entreprise, quelle que soit l'ancienneté, le background ou le client, la personne qu'on rencontre, l'état d'esprit doit être ouvert à apprendre des choses nouvelles. Ça veut dire qu'on se met en risque, ça veut dire qu'on peut avoir un échec, mais qu'on veut apprendre toujours de cet échec, et ça veut dire qu'on veut construire un état d'esprit qui incite à la croissance, d'où le terme growth, et c'est sa croissance personnelle, croissance organisationnelle, mais aussi croissance des clients avec lesquels on travaille tous les jours. Et cette culture, eh bien, j'essaie de la porter évidemment au sein de mon organisation, et je suis au cœur d'un très gros chantier, diront certains, j'aime pas ce mot, mais projet de transformation qui est réel, depuis 6 mois que j'ai lancé, dans lequel qui est le plus grand finalement mouvement de changement de tout l'ensemble des organisations vente, marketing, opération de Microsoft de son histoire, où 25 000 personnes ont changé littéralement de job, ont changé littéralement de mode de fonctionnement, et surtout avec lesquels on apprend de nouvelles habitudes de travail. Il n'y a rien de plus difficile, comme vous le savez, que de changer ses habitudes. Et on est au cœur de tout ça. C'est aussi beaucoup d'humilité en termes de leadership, mais aussi un grand moment pour comprendre que, au-delà finalement de réflexes que j'avais, de me réfugier derrière une rationalité, des datas, des données et une approche très rationnelle, c'est que finalement, seule l'empathie, réellement, l'empathie, peut permettre de communiquer, de connecter de manière forte, authentique, auprès de nos collaborateurs, nos équipes, et de la même manière auprès de nos clients qui sont dans ces phases de transformation avec lesquelles on les accompagne. Et ça, c'est quelque chose évidemment qui est fort dans l'apprentissage, mais qui est très difficile à réaliser. Sur la slide suivante, j'ai souhaité partager cette très belle citation de Tolstoï, que j'aime beaucoup. « Chacun rêve de changer l'humanité, mais personne ne pense à se changer soi-même. » Et oui, parce que c'est sacrément difficile de se regarder dans un miroir, et au-delà de se regarder dans un miroir, de décider de se changer soi-même, et de prendre ça comme un parti de l'action. Et donc, j'ai parlé de culture, j'ai parlé de ces compétences qu'on essaie de mettre en place dans nos équipes, mais évidemment, il faut un nouveau concept. On a défini un nouveau concept. Ce concept, c'est celui d'une intelligence artificielle omniprésente sur le cloud, mais déportée sur l'ensemble des objets connectés et les personnes, quels qu'ils soient, où ils soient, pour leur donner plus d'intelligence au cœur du processus de fonctionnement des entreprises, mais également des personnes.
Et ceci, on essaie de le porter avec chacun de nos clients, les plus grandes entreprises de la planète, comme les plus petites, comme des startups, des écoles, des universités, des start-upers, des ONG, et de très beaux exemples. Un exemple en tête, j'étais il y a quelques mois en Inde, dans l'État d'Andhra Pradesh, qui est un très gros État de l'Inde, au sud, pour lequel nous avons réalisé ensemble une solution de modèle prédictif pour faire chuter de manière considérable le décrochage scolaire. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé ces technologies d'intelligence artificielle, le moteur de machine learning sur notre plateforme cloud Azure, pour prévoir et comprendre les variables qui vont expliquer en amont pourquoi ces enfants vont décrocher. Et en ce faisant, avoir un impact extrêmement important sur 50 millions d'enfants, il y a beaucoup de monde, dans cet État d'Andhra Pradesh et auprès de 10 000 écoles. Et puis, c'est aussi des fois la rencontre et l'empathie très forte qu'ont des personnes chez nous. Une chercheuse, par exemple, Yuan Chang, qui est une chercheuse chez Microsoft à Cambridge, et une jeune femme qui s'appelle Emma. Je souhaiterais qu'on avance le slide suivant et surtout une petite vidéo pour regarder, s'il vous plaît, la petite vidéo, si on peut la lancer. Ayant eu le plaisir de rencontrer Emma, je peux vous le dire que sa joie, plus que sa joie, et de pouvoir écrire à nouveau et dessiner, c'est quelque chose d'indescriptible. Et sa dignité est incroyable aussi. Voilà, ça, c'est des moments très forts. J'ai le privilège de les vivre, c'est fantastique. De les vivre aussi avec des personnes comme Renatou, d'ailleurs, Emma, Renatou et bien d'autres qui m'inspirent parce que c'est des personnes qui arrivent à changer leur destin finalement et leur vulnérabilité pour en faire une force incroyable. Et si la technologie peut aider, évidemment, c'est quelque chose de magnifique. Et pour être très clair, depuis 2 ans, j'entame aussi ma propre transformation. Et elle n'est pas que chez Microsoft, bien sûr, où je continue à apprendre tous les jours dans mon métier, mais elle est au contact de tas de jeunes. Et là, effectivement, on peut montrer le slide suivant, des centaines de jeunes entrepreneurs sociaux. Alors, non, il ne faut pas relancer la vidéo, juste le slide suivant. Des centaines, et quelques-uns, par exemple, c'est le cas de Yacine qui a créé Human Relay, qui sont des solutions numériques pour des sans-abri. C'est le cas de Cassandra, qui a lancé sa start-up sociale, c'est un social business, comme tous ces jeunes, Plastif, qui recycle des tas de plastique en entreprise avec un système de broyeur, mais ensuite de transformation avec une imprimante 3D en très beaux objets à destination d'associations. Et Cayoum, qui révèle les compétences cachées de personnes qui n'ont absolument pas accès au travail, avec des solutions intelligentes pour les reconnecter au monde du travail. Et tous ces jeunes, ils font partie d'une communauté, sur le slide suivant, c'est la communauté des entrepreneurs for good. Et cette communauté, on la porte, elle nous donne un boost incroyable chez Live4Good. Live4Good, c'est le nom d'une association que j'ai créée, co-créée avec ma famille, il y a un peu plus de 2 ans, et qui a pour mission, là aussi il y a une mission qu'on a souhaité être claire, qui est de révéler le potentiel de jeunes venus de tous horizons par l'entrepreneuriat social et le numérique. Et c'est un grand plaisir pour moi de les accompagner dans leur développement personnel, mais également de faire décoller leur start-up sociale avec des processus d'incubation, de formation et de multiples partenaires, d'ailleurs entreprises comme ONG qui les aident, et en espérant accueillir d'autres centaines, milliers de jeunes dans cet effort. Et j'ai un grand plaisir aussi, dans lequel j'apprends énormément, c'est par exemple un samedi par mois de coacher les 5 lauréats. Il y a 5 lauréats annuels du prix Gabriel, c'est le nom du prix que l'on a créé pour récompenser un certain nombre d'entre eux, en plus de tous les autres. Et ces 5 jeunes, quand je les vois le samedi, j'en reçois plein le cœur du sens des projets qu'ils créent et surtout du sens et de la force qu'ils ont dans leur vie. Et ça m'apporte énormément dans ma transformation personnelle. Et pour tout vous dire, et pour terminer, clairement, donner finalement du sens à l'action dans son entreprise au quotidien et donner du sens à sa propre vie, c'est oser essayer de répondre, je pense, à la question la plus difficile, la question la plus existentielle, pourquoi ? Pourquoi sommes-nous ici ? Et dans mon cas, je peux vous dire que j'apprends et j'ai appris très tard, il y a certitude, il y a 2 ans, pourquoi je suis ici. Et je ne l'ai pas appris par mes 30 années et plus de leadership chez Microsoft, je l'ai vraiment appris par mon vrai seul maître à penser, qui est mon fils Gabriel. On va voir le slide suivant, qui malheureusement a disparu trop tôt pendant l'été 2015, si on peut avoir le slide suivant, je vous remercie, et qui clairement a... Le slide, s'il vous plaît. Et qui clairement
inspire tous les jours, non seulement à inspirer la création de Live for Good, mais inspire ma vie et surtout me donne une force incroyable, vitale et un désir de faire quelque chose positivement aussi pour la vie de tous les autres. Alors, au nom de Gabriel et au nom de toutes celles et tous ceux qui agissent pour un monde du bien, pour le bien et pour de bon, un grand merci.